Donc, Monsieur le Président, Madame la rapporteure pour avis, chers collègues, je tiens d'abord à remercier également l'administrateur qui m'a accompagné dans la rédaction de ce rapport qui concerne les crédits du programme 174 Énergie, climat et après-mine, qui représente une partie significative des crédits dédiés à l'impulsion et à l'accompagnement de la transition énergétique et écologique de notre pays. Ces crédits représentent un peu plus de 400 millions d'euros, dont 90% sont affectés à la gestion de l'après-mine et donc à l'accompagnement social de la fin de l'activité minière. La plupart sont gérés par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, l'ANGDM, qui verse notamment des prestations de logement et de chauffage aux anciens mineurs. Mais une autre partie finance également la remise en état de certains sites, notamment du site de stockage de déchets Stocamine, qui a fait l'objet de la mission d'information présidée par notre collègue Vincent Thiébaut. Les 22,8 millions d'euros prévus pour 2019 ont été demandés sur la base d'un scénario de poursuite du confinement des déchets. Le rapport de la mission étudie toutefois également l'hypothèse d'un déstockage des déchets. Le montant des crédits exécutés pourrait donc fortement varier en fonction du scénario retenu, au sujet duquel un arbitrage pourrait être rendu au printemps prochain. Globalement, les crédits de l'action 4 connaissent une baisse de près de 31 millions d'euros, résultant essentiellement de la diminution mécanique du nombre de bénéficiaires des dispositifs d'accompagnement social de l'après-mine. Les droits des anciens mineurs ne sont bien entendu pas affectés. Au contraire, nous avons pu constater lors des auditions la grande qualité de l'action de l'ANGDM qui nous a présenté son plan Bien vieillir, dont je salue l'attention particulière qu'il porte aux aidants. Cette baisse des crédits de l'action 4 explique la diminution des 26 millions d'euros des crédits du programme dans son ensemble. Cependant, je veux souligner le fait que les crédits des 3 autres actions augmentent, de 5 millions d'euros au total. Cette augmentation traduit le volontarisme du gouvernement dans la mise en œuvre d'une transition écologique réussie, notamment en matière de lutte contre le changement climatique. Les crédits de l'action 5 augmentent en effet de 3 millions d'euros pour atteindre près de 34 millions. C'est un montant significatif qui permettra de financer un certain nombre d'études et de démarches liées à la mise en œuvre des plans et dispositifs de lutte contre la pollution. L'action 5 porte aussi les crédits de l'enveloppe spéciale de transition énergétique, au titre de laquelle 700 millions d'euros ont été engagés et 475 millions d'euros déjà payés. Le projet de loi de finances ne prévoit pas cette année de crédit de paiement au titre de 255 millions de restes à payer jusqu'en 2021. En conséquence, un état de l'avancement des actions serait nécessaire pour pouvoir mieux estimer le montant des crédits de paiement qui devront être ouverts et selon quel calendrier. Les crédits de l'action 1, relative à la mise en œuvre de la politique de l'énergie, augmentent de près d'1 million d'euros pour atteindre 5,2 millions d'euros. Ces crédits serviront à poursuivre le financement d'actions peu onéreuses, mais néanmoins essentielles, qu'il s'agisse de la participation du ministère au Conseil supérieur de l'énergie ou encore du soutien des revendications françaises en matière de délimitation du plateau continental, dit programme Extraplaque. Je tiens d'emblée à préciser que je m'opposerai aux amendements qui visent à réduire les crédits de l'Agence nationale de gestion des déchets nucléaires ANDRA au motif d'une opposition au projet CIGEO. On peut être opposé au nucléaire, mais rejeter la question de la gestion des déchets est, à mon sens, totalement inconscient. La subvention de 2,8 millions d'euros qui lui est accordée ne sert pas à financer ce projet, mais d'une part à réaliser un inventaire national des déchets radioactifs et d'autre part à traiter des déchets orphelins lorsque le principe du pollueur-payeur ne peut être appliqué. Ces deux missions me semblent indiscutablement être d'intérêt général et justifier un financement de l'État. Prétendre régler cette question ainsi, donc, je l'ai déjà dit, c'est dangereux. Le second volet des crédits examinés dans le rapport est le compte d'affectation spéciale Transition énergétique, dont l'objet est de financer les dispositifs de soutien aux producteurs d'énergie renouvelable. Ce soutien s'élèvera à plus de 5 milliards d'euros pour 2019, le montant total du compte s'élevant à plus de 7 milliards pour tenir compte du remboursement du principal de la dette due à EDF par l'État au titre d'anciennes obligations dans le cadre de sa contribution au service public de l'électricité. Ce montant est considérable. Je constate toutefois que le soutien apporté aux producteurs est presque exclusivement tourné vers l'électricité, alors que la consommation de chaleur représente 50% de la consommation finale et que d'autres filières que l'électricité contribuent fortement à sa production.
Je salue donc l'augmentation de 30% des aides au gaz renouvelable, mais je pense que l'effort doit être encore amplifié. De ce point de vue, l'augmentation des crédits du Fonds Chaleur de l'ADEME est essentielle pour le volet investissement de ce soutien. Le conseil d'administration de l'agence a voté une augmentation de 14% du budget du fonds pour 2018 et le ministre a annoncé son augmentation de 100 millions pour 2019. Ces deux décisions vont dans la bonne direction et elles nécessitent d'être appuyées. J'ai donc déposé 2 amendements alternatifs pour consolider la démarche. Le premier, pour doubler le fonds en augmentant de 200 millions d'euros le budget de l'ADEME. Ce n'est que par ce doublement que la France se placera à la hauteur des enjeux et des objectifs qu'elle a inscrits dans la loi et sur lesquels elle s'est engagée vis-à-vis de ses partenaires, à la fois dans le cadre de l'accord de Paris et de l'agenda 2030. Le second, qui est un amendement de repli, pour consolider le budget de l'agence de 100 millions, afin que l'augmentation annoncée ne se fasse pas à minima, au détriment des autres missions de l'agence. Je pense en particulier au plan hydrogène, à la feuille de route sur l'économie circulaire ou au financement de la recherche. Lors des auditions, mon attention a été également attirée par un certain nombre d'autres sujets essentiels à la mise en œuvre d'une transition énergétique et écologique solidaire. En premier lieu, le CITE. Le gouvernement a pris l'an dernier les dispositions nécessaires pour concentrer l'effort sur des démarches plus performantes du point de vue énergétique. Je pense que, de ce point de vue, qu'il faudrait renforcer davantage, comme je l'avais déjà indiqué l'année dernière, la démarche de diagnostic afin de rendre ce dispositif encore plus efficient. Le gouvernement a également décidé de faciliter les démarches pour que les ménages les plus précaires n'aient plus besoin d'avancer les sommes nécessaires en lien avec l'ANA. C'est une initiative essentielle qui mériterait, à mon avis, d'être prolongée dès que cela sera techniquement possible par la conversion du crédit d'impôt en prime pour tous. Deuxième point, le chèque énergie. L'augmentation de son montant a été unanimement saluée, mais il a été également indiqué que l'augmentation du prix du gaz pourrait gommer l'effet de cette augmentation pour certains publics, pour lequel le montant du chèque demeure par ailleurs insuffisant. Dernier point. Un point très particulier Hauts-de-France qui a été souligné lors de mes auditions. Il s'agit du changement de gaz dans le Nord. En effet, jusqu'à présent, les Hauts-de-France sont alimentés par des gisements qui proviennent des Pays-Bas, gisements qui vont bientôt fermer et nous aurons donc dans l'obligation d'être alimentés par un nouveau type de gaz. Or, les installations de plus de 15 ans ne sont pas compatibles. Il avait été... lors du gouvernement précédent, avait pris des dispositions dans une loi, mais avec le changement, les décrets ne sont pas sortis et plus personne ne s'est penché sur la question. Et nous sommes dans une nécessité impérieuse de régler cette question, parce que vous imaginez bien que les personnes qui ont des équipements chez eux de plus de 15 ans sont des personnes en situation de précarité énergétique. Donc, j'ai déposé un amendement qui propose une solution rapide. Ce n'est pas dans le cadre de ce rapport, mais je tenais quand même à le signaler ici, voilà, pour qu'on puisse résoudre ce problème urgent. Notamment, sont concernés dès le premier trimestre la ville de Grande-Synthe, dont on entend souvent parler dans l'actualité pour d'autres problématiques. Voilà. Enfin, avant de conclure, je voudrais vous inviter à lire la seconde partie de mon rapport qui interroge la contribution de la recherche, de l'innovation et du numérique à l'atteinte des objectifs de développement durable et notamment de l'ODD numéro 7, garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable. Le choix d'un angle large pour traiter le sujet a permis de mettre en évidence un certain nombre de difficultés qu'il serait très intéressant d'approfondir dans le cadre de la mission d'information en cours sur les freins à la transition énergétique, ou dans celui d'une mission dédiée. Je voudrais toutefois d'ores et déjà partager avec vous 3 conclusions importantes de mon rapport. La recherche française dans le domaine de l'énergie est excellente, mais les choses se compliquent à la sortie du laboratoire. Les innovations dont le modèle économique n'a pas encore prouvé sa viabilité immédiate, mais qu'il est néanmoins nécessaire de tester, ne bénéficient pas d'un soutien suffisant, comme l'avait déjà pointé l'an dernier notre collègue Gérard Meuniel dans son avis sur la recherche. Ensuite, la faiblesse des taux de consommation des crédits du programme d'investissement d'avenir PIA, géré par l'ADEME, qui vise à soutenir les démonstrateurs, montre que même lorsque la viabilité du modèle économique est testée, le soutien financier n'est pas toujours à la hauteur des enjeux. Enfin, une fois les innovations éprouvées, demeure l'enjeu de la consolidation des filières pour faire baisser les coûts de production.
C'est alors l'ampleur du droit commun de l'aide aux entreprises qui est interrogée, notamment la cohérence et le pilotage et le ciblage des dispositifs fiscaux du fait de l'encadrement européen très strict des aides directes. Cela m'amène à mon deuxième point. Si le financement des innovations techniques est indispensable, il faut aussi faire preuve d'audace dans l'innovation juridique, budgétaire et sociale pour faciliter la mise sur le marché des innovations. Il y a aussi derrière cela un enjeu humain et décisif, car sans pédagogie et surtout sans protection des citoyens, le progrès technique ne sera pas accepté, comme l'illustrent les difficultés avec les compteurs Linky. Dernier point, la multiplicité des acteurs, des financements et des centres de décision rend nécessaire un renforcement de la gouvernance afin que les enjeux environnementaux soient pris en compte à la hauteur de leur importance en matière de recherche et d'innovation dans les domaines de l'intelligence artificielle et numérique. Je suis convaincue qu'avec un recentrage de certains dispositifs, sous l'impulsion du ministère de la Transition écologique et solidaire, nous pourrions faire du numérique un puissant levier de transformation au service de la transition écologique que nous appelons tous de nos voeux. Enfin, j'invite chacun d'entre nous à s'interroger sur la lisibilité des indicateurs budgétaires actuels. Je soutiens l'idée que ceux-ci devraient être revus dans un souci de lisibilité et s'aligner sur les autres, par exemple, pourquoi pas, sur les excellents indicateurs de l'INSEE qui reprennent les objectifs de développement durable. Enfin, pour conclure, je donne un avis favorable au crédit du programme 174 et du compte d'affectation spéciale transition énergétique. Merci. Merci. Nous en venons maintenant donc aux orateurs qui ont chacun, je vous le rappelle, 4 minutes pour s'exprimer sur les deux rapports. Après les réponses des rapporteurs, pour avis aussi, nous passerons donc aux questions-réponses. Pour information, il y en a 6. Et enfin, bien sûr, à la discussion sur les amendements. Donc je donne la parole